Je suis ravie de vous retrouver pour ce live qui est organisé du coup par Priorise. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, c'est une plateforme qui met en lien donc les praticiens, coachs, thérapeutes du bien-être avec les particuliers et entreprises, mais aussi avec des partenaires engagés autour de valeurs communes. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui on vous propose un temps d'échange autour d'un thème profondément actuel et essentiel pour les accompagnants. C'est donc la posture inclusive. D'ailleurs, n'hésitez pas, je le redis, mais à intervenir dans le chat. Patricia pourra répondre à toutes vos questions. Et donc, pour explorer tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir Patricia Cyprien, donc, qui est fondatrice de l'école du coaching inclusif. Merci à Patricia d'être avec nous. Et je te laisse donc poursuivre et te présenter davantage si tu le souhaites. Merci déjà pour l'opportunité et puis pour ce temps qu'on va pouvoir partager. Donc, je me présente, donc Patricia. Donc aujourd'hui, j'ai fondé l'école du coaching inclusif parce que j'ai vraiment envie d'apporter quelque chose autour d'une nouvelle vision de ce que pourrait être l'inclusion, de la richesse de la diversité, et puis revenir sur quelque part quelques amalgames, et puis apporter ma pierre en fait à pour un monde en fait un peu plus simple. Des fois on dit un monde plus juste, moi je dis pour un monde un peu plus simple. C'est vrai, ouais. Donc, j'interviens en coaching, en formation auprès de publics vraiment très variés, et au fur et à mesure des années, je me suis aperçue que finalement, le fil rouge qui était inconscient jusqu'à maintenant, mais qui est très conscient maintenant, c'est de développer la capacité de chacun, d'une part, à s'accepter dans sa singularité, mais aussi à accepter l'autre dans sa singularité et l'accompagner. Et c'est ce qui m'a conduit de fil en aiguille à créer cette école et à intervenir auprès d'entreprises, de particuliers, d'accompagnants, en supervision, en coaching, en formation. Et avant ça, j'ai fait 15 ans, puisque oui, j'ai eu une vie comme tous les coachs. Ça nous intéresse aussi. Avant le coaching, j'ai eu une vie dans la finance. D'accord, ok. Donc, j'ai passé une quinzaine d'années dans les métiers autour du contrôle de gestion, puis du pilotage de la performance. Métier que j'ai vraiment beaucoup aimé les premières années, dans le sens où il y avait de la stimulation intellectuelle et le management qui me plaisait énormément. Et j'ai fini par perdre le sens de ce que je faisais et perdre le sens de pourquoi en fait je manipulais tous ces fichiers et tous ces chiffres. C'est le cas de beaucoup de personnes d'ailleurs. Ouais. Donc, voilà. Donc, pour commencer, je vais poser un petit peu quelques bases. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est réellement, du coup, une posture inclusive? En quoi elle se différencie d'une posture d'accompagnement plus classique, comme on l'entend souvent? Et enfin, quels sont, selon toi, les piliers fondamentaux qui composent cette posture? Alors, la posture inclusive, souvent on me pose cette question, surtout quand j'ai créé l'école et que j'ai commencé à communiquer sur le nom. On m'a souvent dit, mais Patricia, qu'est-ce que tu entends derrière inclusion? Et j'ai même compris que ce nom était ce mot était négativement teinté. Et ça m'a du coup renforcé dans l'idée que non, il fallait vraiment que je reste avec ce terme dans la définition que moi j'en avais. Donc moi, ce que j'appelle une posture inclusive, c'est pas devenir expert d'une forme d'exclusion. Aujourd'hui, quand on entend qu'il y a un sommet sur l'inclusion, on a souvent quelque chose qui est en lien avec une forme d'exclusion. Le handicap, l'insertion professionnelle des personnes qui en sont éloignées, ça va être la neurodiversité. Et pour moi, tout ça, ce sont des sources d'exclusion, mais ça ne permet pas d'avoir une posture inclusive, puisqu'en fait, l'idée, c'est d'inclure chacun dans son individualité. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas juste une posture de bienveillance, de tolérance, quelque chose un peu soft, un peu doux, qui n'a aucune réalité concrète. Oui. Moi, c'est une posture que je trouve exigeante, parce qu'on ne peut pas l'avoir pendant le temps de l'accompagnement et être complètement différent en dehors. Donc, il y a une forme d'engagement et de conscience. Donc, l'idée ici, c'est de considérer l'inclusion comme un sujet, mais vraiment entier, qui est important. Et donc, l'idée, c'est pas de chercher à orienter, c'est pas de chercher à s'adapter. L'idée, c'est pas de chercher de mieux comprendre encore. L'idée, c'est faire de la place. Moi, je pense que si vraiment je dois résumer la posture inclusive, c'est comment est-ce que j'apprends à ne pas savoir. D'accord. Comment j'apprends à ne pas savoir pour faire de la place à la réalité de l'autre,
à ses constructions mentales et ça demande une grande qualité de présence. Ça demande aussi de lâcher le contrôle. Donc là, si je devais résumer, je reconnais que l'autre a un fonctionnement qui lui est propre et qui est légitime, quel qu'il soit, qu'il a eu un besoin d'adaptation, de suradaptation, et j'écoute les signaux faibles, et je me refuse à l'idée que je comprends. Donc ça, c'est important. Donc maintenant qu'on comprend mieux ce que recouvre donc la posture inclusive, qu'est-ce que ça change concrètement dans la pratique? Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples et surtout dire quels bénéfices cette posture elle peut apporter autant pour le praticien que pour la personne accompagnée finalement? Pour moi, ça change tout. Ouais. Pour moi, ça change tout parce que pour l'accompagnant, oui. déjà, si je prends par exemple un coach, la posture inclusive demande à ce que l'on soit expert de son périmètre. Ouais. Et uniquement de son périmètre. On arrête de vouloir aider l'autre. Il y a un changement complet aussi dans la perception de l'autre et dans la perception de sa réalité. Donc, ça change, en fait, ça change la façon dont je me positionne par rapport à mon client. D'accord. En fait, mon intention n'est plus la même. Mon intention n'est pas nécessairement d'arriver à performer, c'est-à-dire réussir une séance. Ouais. Mon intention, ça va être de permettre au client de lui se regarder sa façon de penser, dénouer en fait les nœuds qu'il a à l'intérieur de lui avec son chemin à lui qui lui est propre. Donc, on n'est plus dans le chercher à comprendre. On est un peu comme dans la métacognition. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous connaissez. Moi, ça ne me parle pas personnellement, ouais. Alors, la métacognition, ça permet de, comme si on était sur un balcon, une pièce de théâtre, de regarder, de regarder comment on fonctionne, mais de loin, de manière à pouvoir intégrer comment est-ce qu'on a, quelle réaction on a de façon automatique, comment on s'adapte aux événements, et ça permet de se dire, ben ok, la façon dont je fonctionne là, elle est pertinente, elle me permet d'avancer, ou là, dans ce réflexe que j'ai, ou dans cette façon que j'ai de fonctionner, ben là, je pourrais changer quelque chose. Et pour ça, on amène la personne à faire vraiment un pas de recul pour pouvoir se voir. Donc, l'objectif est plus en coaching, par exemple, je prends un client neuroatypique qui veut se reconvertir. Si je suis dans un coaching entre guillemets classique, je vais chercher à lui faire comprendre ses motivateurs, ses qualités, ses valeurs, et puis on va avancer là-dessus. Avec un client, par exemple, neuroatypique ou atypique tout court, même avec un parcours de vie singulier, ouais. Il va y avoir d'autres biais. Il va y avoir une construction de la personne qui fait que des fois, réussir, c'est compliqué. L'idée de se projeter dans la réussite, c'est déjà compliqué. Donc, avant de commencer à chercher les motivateurs, il va falloir que la personne se réconcilie avec elle-même. Et je trouve que dans la posture inclusive, il y a une recherche de paix intérieure chez l'autre par une acceptation de qui l'on est. Ce sont des personnes qui ont appris, que ce soit parce que leur parcours de vie est atypique, parce que leur fonctionnement neuro est atypique, c'est des personnes qui ont appris à fonctionner à côté d'elles-mêmes pour s'adapter. Et donc, en fait, si on veut accompagner ces personnes dans la posture inclusive, c'est vraiment toujours avoir ce réflexe de vérifier qu'on a la personne avec nous. Ouais. Ça paraît subtil, mais en fait, c'est ce qui fait qu'à un moment donné... C'est tellement logique, finalement, mais ouais. Une logique extrême. Mais moi, je me bats avec des évidences. En fait, c'est un de mes combats aujourd'hui, c'est de me battre pour des évidences. Ah ouais, je comprends. Ce que je dis là, c'est une évidence. Et quand on demande, quand on fait travailler la personne sur ses qualités, ses valeurs, bah finalement, on n'est pas en train de la faire travailler finalement sur comment je la ramène à elle-même, comment je lui permets de se connaître, de se reconnaître, et donc de pouvoir prendre des décisions basées sur ses réelles envies et non plus sur ses mécanismes d'adaptation. J'ai un exemple concret là d'une cliente récemment. Donc là, c'était un coaching d'entrepreneur. Donc, un accompagnement d'entrepreneurs qui me dit mais je veux plus sortir de ma zone de confort. Donc, dans un coaching classique, je prends cette information, je vais chercher pourquoi elle ne veut plus sortir de sa zone de confort et j'avance avec cette notion de zone de confort.
Si je suis dans cette posture inclusive, déjà, je suis vraiment dans une acceptation que je ne sais pas. Donc, je ne sais même pas de quoi elle me parle. Je ne sais pas ce que c'est que la zone de confort pour elle. Okay. Donc, du coup, je vais aller creuser ce qu'elle entend déjà par zone de confort, lui faire mettre des mots. C'est vraiment ça la métacognition. Je lui fais regarder le mot qu'elle vient d'utiliser et je lui fais mettre du sens, lui demander de faire jouer la scène devant moi de ce que c'est que pour elle une sortie de zone de confort. Et alors qu'on était en train de travailler sur quelque chose de plus pragmatique, et on en arrivait à une prise de conscience énorme. En fait, c'est pas une prise de ce qu'elle appelait zone de confort, c'est en fait tout ce qu'elle a toujours fait de mécanismes d'adaptation. Oui, des fois, c'est vrai que le client n'a pas forcément même les bons mots ou ne sait pas réellement ce qu'il ressent. Donc, c'est vrai que ça paraît logique de En faire fait, ça. on met les mots, comme j'aime à dire, de façon très simple, on fait ce qu'on peut avec les moyens du bord. Donc, en fait, le client, il vient et il fait ce qu'il peut avec les moyens du bord. Et Ouais. elle a toujours mis ce mot zone de confort. Ouais. Et après description de la scène, quand on regarde la scène, je fais un retour, je dis, mais tiens, la scène que tu me décris, ça ressemble à la scène qui s'appelle suradaptation. Donc, il y a un épuisement au fait de faire quelque chose qui n'est pas moi. Là, c'est complètement différent. Parce que là, c'est une prise de conscience énorme. La sortie de zone de confort, c'est précisément ce qui la nourrit. C'est précisément son moteur principal, en fait. C'est quelqu'un qui est extrêmement curieux. Donc, dans le coaching inclusif et dans l'accompagnement inclusif, ça marche pour les thérapeutes, les managers. L'idée, c'est vraiment cette intention de savoir à quel point je ne sais pas. Et donc, de rentrer au plus profond dans le logiciel interne de la personne pour qu'elle-même puisse regarder si ce logiciel fonctionne selon ses objectifs, ses besoins de maintenant. Oui, c'est très clair. Ouais, ouais. Donc, c'est très intéressant parce que ça enlève beaucoup de pression, en fait, pour l'accompagnant. Oui, finalement, on se connecte même davantage, je trouve, aux clients. Et je pense que même c'est plus fluide et plus naturel après pour la suite, finalement. C'est ça. Parce qu'on n'est plus dans est-ce que je vais réussir ma séance? Oui. On n'est plus dans est-ce que mon client va réussir à faire ce qu'il a à faire? Non, parce que quelqu'un qui s'est reconnecté à lui-même, et nous, on a juste été vraiment à notre place, c'est-à-dire en expertise d'un questionnement ou pour un sophrologue en expertise de sa capacité à faire des visualisations ou chacun sa spécialité. Mais on n'a plus qu'à revenir sur notre spécialité. On cherche plus à aider. On a une espèce d'empathie et de compassion, mais qui n'est plus orientée sur le résultat. Ouais. En fait, c'est vraiment une posture qui vise à s'attacher au chemin plus que sur le résultat. Donc, on cherche la justesse plus que la performance. Et pour le client, moi, dans 100% des cas, c'est des clients qui nous disent ou qui vont me dire « je me suis jamais senti compris comme ça ». D'accord. Et pour autant, je n'ai pas été spécialiste de leur vie, je ne l'ai pas vécu. Mais c'est une ouverture, une qualité d'écoute, de reformulation des dits, des non-dits, qui fait que la personne se dit « mais enfin ». Oui, même toi, tu as dû sentir la différence parce que j'imagine que cette notion de posture inclusive, tu as dû faire des accompagnements avant et il y a eu aussi le après. Donc, tu en as été témoin finalement. Oui, alors justement, c'est quelque chose qui est venu avec le temps. C'est que je me suis rendu compte avec le temps que j'étais, c'est le mot que j'ai mis dessus sur la posture que j'avais, parce que je me suis dit, qu'est-ce qui fait que les gens souvent me disent cette phrase, je ne me suis jamais sentie comprise comme ça. Ou on a été même dans des groupes, on a été dans un espace où là, tout le monde a été vrai. D'accord, ouais. Et donc, il a fallu qu'à un moment donné, je me pose pour réfléchir à tout ça. Et je pense que, et c'est ça que je théorise aujourd'hui, je pense que ce qui provoque ça, c'est la force avec laquelle je suis convaincue que je ne sais rien. Oui. Et qu'en fait, j'ai tout à découvrir de la personne ou du groupe qui est en face de moi. Et j'ai des enfants qui font du sport et je leur dis souvent, quand vous faites du sport, il y a des informations qui viennent de vos coéquipiers, du coach, de vous-même. Il y a une partie des informations très importantes qui vous viennent de l'adversaire, c'est-à-dire la personne qui est en face. C'est vrai. Le mouvement qu'il fait, son comportement, ses émotions, ses réactions vous disent aussi quoi faire. Je suis comme ça, c'est-à-dire qu'en formation ou en coaching,
J'ai à la fois un groupe, mais qui est composé que d'individus, et je suis très, 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 très présente. C'est vraiment ça, la présence, hein, avec tous mes sens, à chacun et à ce qu'il fait, ce qui me dit quoi faire. C'est la personne qui me dit quoi faire. Ce n'est pas un process, un protocole ou des connaissances qui me disent quoi faire. Ok. J'imagine que comme beaucoup de choses, on peut penser qu'on est déjà dans une posture inclusive sans vraiment l'être. Est-ce que tu peux nous aider à repérer les signes d'une posture qui ne l'est pas totalement et surtout comment on peut s'ajuster et renforcer cette posture petit à petit au quotidien? Est-ce qu'il y a des pratiques concrètes, des outils qui peuvent nous aider, même en tant qu'indépendant ou quand on n'a pas forcément d'équipe autour de nous pour ça? Oui. En même temps, j'ai regardé la question de Cynthia. Oui, bien joué. Je ne connais pas la phénoménologie. Alors, je vais découvrir ce que c'est. Et alors, aussi, ce qui est intéressant, c'est que souvent, moi, je fonctionne dans mon fonctionnement par de l'empirique. C'est-à-dire que je vis des choses, je théorise après. Et ensuite, on va me dire, ah mais tiens, ça correspond à tel courant de pensée ou à tel outil ou à telle méthode. Donc, je ne connais pas, du coup, je serais très curieuse d'aller regarder ce que c'est. Donc, merci beaucoup pour la référence. Et si tu peux développer dans le chat, je serais ravie. Ouais, il ne faut pas hésiter. Parce que ça m'intéresse. Parce que des fois, on a l'impression aussi de se bagarrer un peu à dire des évidences. Et donc, de savoir qu'il y a des études ou des choses ou des méthodes qui ont été développées et qui ont été reconnues, je trouve que c'est toujours intéressant. Comment est-ce que je reconnais si oui ou non je suis dans une posture inclusive? Moi, j'ai envie de dire, déjà, quand dans le rapport que l'on a à l'autre, ce qui pourrait faire qu'on n'est pas dans une posture inclusive, déjà, c'est de vouloir aider l'autre. Mais on veut tous aider. Ouais, quand on est accompagnant, on veut tous aider. Oui. Mais il y a aider et aider. Quand quelqu'un vient nous voir, que ce soit en coaching, en thérapie, en sophrologie, en kinésiologie, peu importe, quand quelqu'un vient nous voir, c'est une personne qui sait que qui a fait une démarche, qui n'a pas besoin, qui est en capacité de, voilà, c'est plutôt ça. C'est une personne qui est déjà en capacité de. Donc, l'aide que je vais lui apporter, c'est l'aide qu'elle m'a demandée. Donc, dans une posture inclusive, déjà, c'est cette ouverture à l'aide dont l'autre a besoin. Si je deviens trop expert, donc ça, c'est ma croyance à moi, hein, bien sûr, je n'en fais pas une vérité. Si je deviens trop expert, par exemple, du TDAH, oui. J'ai un client TDAH qui vient et qui me dit, bah voilà, j'ai du mal, je procrastine. En fait, mon expertise pourrait me décaler de la réalité de cette personne. L'expertise, et donc mon envie de l'aider pourrait me faire lui donner des conseils, me faire avoir des avis, me donner l'impression de comprendre. Tout ça, ce sont des choses pour moi qui viennent pas en opposition, mais qui viendraient brouiller un petit peu la posture inclusive de la personne. Le fait de se dire que je sais ou que je comprends est déjà un élément qui brouille. D'accord. Et ce qui pourrait augmenter ça, paradoxalement, c'est de devenir expert de certains sujets. D'accord. Oui. Ouais. Si on veut être expert pour former, pour conseiller, pour apporter du contenu, mais on sait que c'est ce qu'on est en train de faire, c'est super. Mais quand on est dans une posture d'écoute, comme la plupart des accompagnants, hein, la plupart sont dans une posture d'écoute et non pas une posture de consultant, non pas une posture de mentor. Donc, quand on est dans ce type de posture, finalement, qu'est-ce qui nous intéresse le plus? C'est pas d'être super expert du TDAH, c'est lâcher ce que l'on sait sur le TDAH, écouter profondément la personne, ce que son corps nous dit, ce que ses yeux nous disent, ce que ses sourcils nous disent, voir si tout ça marche ensemble ou si ça ne fonctionne pas ensemble, repérer des dissonances pour aller creuser ce que la personne a besoin de travailler dans sa singularité à elle. D'accord. Là, c'est un repère déjà que je suis dans une posture inclusive. Il y a des choses toutes bêtes. Dans mon quotidien, moi, par exemple, je me fascine quand je parle avec des gens, quand je peux avoir accès à la personne. C'est très difficile pour moi de discuter si je n'ai pas accès à la personne, des conversations
de tout et de rien. C'est des conversations qui sont très énergivores pour moi. Qu'est-ce que tu entends par accès à la personne concrètement? Accès à la personne dans son mode de pensée, dans son parcours de vie, dans son histoire de vie. D'accord. Par exemple, j'étais en animation avant-hier et pendant une des pauses, un des participants nous a un peu raconté son histoire de vie. D'accord, ouais. Ça, c'est une posture. Enfin, ça, moi, c'est quelque chose qui me fascine parce que comprendre, écouter, pas comprendre, écouter l'histoire de vie de quelqu'un, ça me permet de voir à quel point, en fait, nos histoires de vie diffèrent. Et écouter aussi comment les décisions sont prises par d'autres me fait comprendre à quel point, en fait, on ne peut pas devenir expert. Par exemple, là, c'est une personne qui a grandi sur le continent africain, avec vraiment toute la différence qu'on a par rapport à notre mode, à nous en France, en fait. Bien sûr. Et l'écouter, le fait d'être fasciné, ça c'est pour moi un élément de posture inclusive, le fait d'être fasciné par sa vie, et ben c'est en fait la capacité de se rendre compte à quel point, en ayant vécu des choses différentes, on peut construire soit des choses très similaires, soit des choses très différentes. En tout cas, on construit quelque chose qui nous est propre. Et c'est pour ça que finalement, devenir expert d'une technique ou devenir expert d'un sujet pourrait nous décaler de cette curiosité totalement naïve qui permet d'accéder à l'autre et nous garder que dans notre spécialité de coach, de thérapeute, de manager, peu importe. Donc, le deuxième point là que je mettrai ici, comment je pourrais résumer ça, c'est une forme de curiosité naïve envers tout le monde. Donc là, ça me met forcément dans une posture inclusive parce que demain, je vais coacher une personne qui travaille, par exemple, dans une compagnie internationale en France, mais qui a grandi en Afrique. Ça va me rappeler le parcours de ce monsieur, mais je sais très bien qu'en fait, c'est quelqu'un d'autre, que je ne vais pas faire de généralité. Et pour autant, ça va me permettre quand même de savoir qu'il y a des subtilités que je dois aller chercher. Ok. Et autre chose aussi pour travailler sa posture inclusive, c'est l'ouverture à l'autre. Il y a c'est des choses toutes simples et basiques, hein, et des fois, moi je dis, je suis la reine des choses toutes simples et basiques, mais qui ont un impact. Regardez des films étrangers, dans leur langue étrangère. Et ben déjà, ça permet aussi de s'ouvrir à plein de choses. À d'autres réalités. En fait, c'est s'exposer à l'inconnu. Parce que quand on est dans un coaching avec cette posture inclusive, on est OK, ouvert, content de vivre cet inconnu. Et donc, c'est pour travailler cette posture inclusive, c'est travailler cette capacité à se confronter à l'inconnu. L'esprit du débutant en bouddhisme. Je ne connais pas non plus. Cynthia, dis donc. On va apprendre plein de choses. Non, intéressant. Mais tu vois, quand je le lis comme ça, l'esprit du débutant en bouddhisme, eh ben, je trouve que c'est ce que j'ai fait un podcast sur la naïveté et je me demande si c'est pas en lien avec ça. Parce que pour moi, être débutant, c'est ce que je suis à chaque séance, c'est presque ce que je suis à chaque question que je pose à quelqu'un. Être débutant, et c'est même quand je forme au coaching, je dis, mais me dit, Patricia, est-ce que tu prépares tes séances? Non. Parce que la personne que j'ai quittée la fois d'avant et la personne que je vais retrouver là, pour moi, ce sont presque deux personnes différentes. Donc, je vais la laisser arriver, voir ce qu'elle a à amener, voir ce que son cerveau, son corps ont estimé pertinent d'amener et je ferai avec. Avec grand plaisir, Cynthia. Et je vais échanger avec elle sur ce qui est là, maintenant, présent, parce que je suis convaincue, et ça, je pense que si c'est quelque chose qui est en lien avec la posture inclusive, je suis convaincue que ce que cette personne a amené est pertinent pour ce qu'on est en train de faire maintenant. Ça demande quelque chose de très important, ça demande un fort lâcher-prise. Oui. Mais total. C'est-à-dire que si je ne prépare pas, si je n'ai pas prévu 1 ou 2 exercices au cas où il ne vient avec rien, ça, il faut être à l'aise avec ça. Et on offre un espace que les gens ont rarement. Cet espace où, en fait, on leur fait de la place. Donc, un élément de la posture inclusive aussi, c'est faire de la place.
en toute confiance. Et ça demande un point hyper important que j'ai même pas mentionné encore dans la posture inclusive, c'est le travail sur soi. Oui. Quelqu'un qui est dans une posture inclusive, c'est quelqu'un qui travaille sur lui. Non pas pour devenir plus sage qu'un sage, mais pour faire ce travail d'acceptation de soi-même. Parce que finalement, plus je travaille sur moi, plus je m'accepte, plus je suis en paix, plus il y a du silence à l'intérieur quand quelqu'un parle. Et donc, plus je suis en capacité de l'entendre. Donc, si jamais il y a du bruit à l'intérieur ou du bruit... Alors, le bruit n'est pas que le son et écouter n'est pas que les oreilles. Ça, je pense que j'apprends rien à personne là. Donc, au niveau de l'énergie qui circule, au niveau de l'observation du corps, de la peau, au niveau de tout ce que l'on a comme capteur sensoriel, plus en fait, moi, je suis en paix et au calme chez moi, comme le fond d'une rivière, plus je peux profiter et donner de l'espace à celui qui est là. Mm-hmm. Donc, le travail sur soi, c'est peut-être le pilier numéro 1 de la posture inclusive. Et il me semble aussi que tu avais des ressources à disposition. Je vais en mettre une d'ailleurs que tu voulais partager pendant ce live dans le chat. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien et comme ça, vous aurez accès. Si tu veux dire peut-être même quelques mots sur ce document qu'on va transmettre. Oui, alors depuis quelques temps, je crée des fiches que normalement je distribue que dans ma petite newsletter, des fiches très concrètes qui sont à chaque fois un élément de la posture inclusive. Donc il y en avait une sur la curiosité, là la fiche impact qu'on distribue est sur l'écoute stratégique. Alors j'aime parler d'écoute stratégique en posture inclusive parce que souvent en accompagnement, on a la sensation que l'on doit tout écouter, que l'on doit être vraiment présent pour la personne, dans le sens où, présent dans le sens où j'écoute tout, je prends tout. Ce qui est faux. Parce que selon notre spécialité, encore une fois, coach, thérapeute, et encore, il y a thérapeute avec un S, il y a je ne sais combien de types de thérapeutes, oui. Sophrologue, kinésiologue, voilà. Selon qui l'on est dans notre selon la casquette que l'on porte, on n'est pas censé écouter la même chose. Et l'idée ici, c'est de se demander, en écoute stratégique, qu'est-ce que je suis censé écouter et pourquoi je l'écoute. Parce que être un bon ami, on peut aussi avoir une écoute magnifique et être un bon ami. On a une capacité à écouter, on écoute tout, on rebondit sur tout. L'écoute stratégique, par exemple, d'un coach, c'est l'écoute qui permet à chaque phase de la séance d'écouter précisément ce qui va permettre au client d'avancer. Est-ce que c'est moi qui choisis ce qui permet au client d'avancer? Non, c'est lui. C'est comme l'histoire de l'adversaire avec mes fils. Là, c'est pas un adversaire, c'est mon copain de jeu. Mais c'est lui, en fait, en fonction de ce qu'il dit, de comment il bouge, de comment il dit les choses, qui me dit sur quoi, en fait, il faut avancer. Souvent, on a des clients qui vont dire quelque chose et puis leur corps va dire autre chose. Ou qui vont dire quelque chose et puis tout doucement vont dire autre chose. Ou il y a un mot qui va se glisser, puis le fameux lapsus révélateur. Et finalement, c'est comment en fait j'écoute ça et je rebondis. Donc c'est un peu ce que j'ai voulu développer très concrètement dans cette fiche. Ok, bon, super. J'aimerais aussi qu'on fasse le lien entre la posture inclusive et celle du coach, parce qu'on sent bien qu'il y a quand même une complémentarité qui est assez forte. Comment ces deux postures, elles peuvent se nourrir mutuellement et comment elles permettent ensemble de créer un espace d'accompagnement qui favorise du coup l'autodétermination, l'écoute et une vraie ouverture? Ouais, c'est une très chouette question. Il y a aussi, je te coupe, excuse-moi, il y a quelques petites réponses dans le chat. Si tu veux regarder avant de reprendre. Accueillir l'autre dans tout ce qu'il est, en toute quiétude et bienveillance. En fait, là, vraiment, je vais reprendre, les mots sont forts. Donc, dans tout ce qu'il est. En fait, dans ce qu'est quelqu'un et dans ce que nous sommes, et c'est pour ça que c'est important de travailler sur nous, il y a bien sûr ce qu'on voit. Mais en fait, c'est un tout. Et en fait, de vraiment intégrer que la personne est un tout. Et selon la sensibilité que l'on a et notre niveau de conscience, la personne est bien plus que sa poche physique. Il y a aussi toute la notion transgénérationnelle et énergétique chez quelqu'un, en plus du visible et du non visible. Donc, vraiment, dans tout ce qu'il est, c'est oui, j'accueille tout ça. Et je sais que tout ça est là avec moi dans la séance. En toute quiétude, la quiétude, c'est
ça, pour moi, ça vient en lien. Donc, il n'y a pas le nom de la personne qui a écrit ça, mais si j'ai tendance à tutoyer. Oui, moi je l'ai. C'est Valérie. Donc Valérie, en toute quiétude, si tu parles de la quiétude de l'accompagnant, moi vraiment, ça parle de ce côté où je lâche. Je suis sereine, je suis en paix, il n'y a pas de bruit à l'intérieur. C'est-à-dire que vraiment, je lâche et je suis OK avec ça. Je ne sais pas ce qui va venir et je suis parfaitement OK avec ça, ce qui permet à l'autre d'être pleinement. Et en bienveillance, j'ai envie de dire en bienveillance envers l'autre, bien évidemment, parce qu'on veille toujours sur l'autre quand on est accompagné, on a toujours ce côté où on veille bien sur l'autre. Mais j'ai envie de rajouter en toute capacité à veiller correctement sur soi aussi, sur ses besoins. Donc, j'accepte l'autre, je laisse de la place à l'autre que si je m'en suis donnée à moi aussi. Donc, elle est très forte, cette phrase. Et Cynthia, une écoute stratégique, j'aime cette idée, merci. Une écoute intentionnelle, stratégique. Oh là là, mais je me bats pour ça. Je baisse avec la question, oui, celle de l'accompagnant. Ben, ouais, on est 100% en phase. Je me bats pour justement... Et écoute stratégique, ça pourrait venir titiller des oreilles, surtout chez les coachs. Parce que écoute stratégique pourrait laisser penser que je contrôle, que je guide et que je décide de quelque chose sur la matière de la personne. Or, ma stratégie n'est pas sur la matière de la personne. La stratégie, elle est sur... oui, on a une réalité objective. Donc, la stratégie, elle porte sur l'intention de chaque mouvement que l'on fait, de chaque question que l'on pose ou de chaque exercice que l'on fait faire. Et c'est pareil pour l'écoute. J'ai une intention quand j'écoute. Donc, c'est ce qui fait que l'accompagnant n'est pas l'ami. Oui. Donc, top. Et donc, ça fait le lien avec ta question, justement, entre la posture de coach et la posture inclusive. Je vais me baser sur les références, le référentiel d'ICF, mais EMCC et sûrement SF Coach que je connais moins, mais ont la même logique. Le référentiel du coach, par essence, est inclusif, à la base. Donc, on pourrait se dire, mais Patricia, c'est complètement ridicule ce que tu dis. En fait, le coaching, tout le monde est inclusif. Ah oui, mais dans ces cas-là, je me répète, pourquoi des gens me disent, alors qu'ils ont déjà été coachés X fois, me disent, mais c'est la première fois que je me sens compris. Dans ces cas-là, je ne devrais pas avoir cette phrase. Donc, à un moment donné, mais oui, dans le référentiel tel qu'il est, moi, je suis une grande puriste du coaching, j'adore le coaching. Le référentiel, lui, est profondément inclusif parce qu'il demande à ce qu'on déjà définisse un objectif, on ne discute pas pour discuter, et ensuite, il demande à ce qu'on agisse avec la personne avec qui elle est, dans sa façon à elle, qu'on se capte, qu'on se plug sur sa fréquence. Ça, c'est vraiment dans le référentiel. Et que sur la base de la présence que l'on a, de tout ce qu'on a pu observer, de visible, de non dit, de pas visible et compagnie, tout ce qu'on a pu observer, qu'on puisse amener un questionnement, rebondir pour amener justement des questions qui font bouger la personne dans ses perceptions. Donc ça, c'est la posture de coach. Et donc, l'accompagnant qui développe cette capacité va naturellement devenir inclusif. Le manager qui développe la capacité à observer plutôt que tout de suite donner les solutions, tout de suite interpréter, qui développe la capacité à questionner, qui développe la capacité à observer ce qui est dit, ce qui n'est pas dit, et va permettre à l'autre d'exister, d'avoir une place. Et donc d'exprimer sa singularité. La posture de coach va de pair avec la notion de curiosité, mais une curiosité, encore une fois, qui est stratégique. C'est différent de la curiosité quand on est entre amis. Là, c'est une curiosité stratégique parce qu'elle est fondée sur un besoin de l'accompagnant, quelle que soit sa spécialité. Donc, la posture de coach pour tous les accompagnants, pour moi, et c'est pour ça que j'ai fait, que je milite aujourd'hui pour cette posture de coach, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se forment au coaching, mais qui en réalité ne veulent pas devenir coach. Ce qu'ils veulent, c'est découvrir cette posture, c'est apprendre à questionner, c'est comprendre ces grilles de lecture, c'est enrichir leur posture actuelle avec un nouvel outil dans leur mallette. Et moi, j'aime à penser que le coaching peut être un formidable outil pour développer sa posture inclusive et développer son impact. Est-ce que je réponds à ta question, là, Marion? Oui, totalement, ouais. Est-ce que dans le chat, vous avez des questions par rapport à ça, entre le lien entre la posture de coach de l'accompagnant et le rapport avec justement sa posture inclusive?
Et donc là, je parle bien des accompagnants non coach, parce que là, le but, c'est de se dire, voilà, je suis psychothérapeute et j'aimerais développer cette capacité à avoir la posture d'un coach. Oui, n'hésitez pas même à mettre ou à citer peut-être des situations que vous avez vécues aussi, où vous êtes peut-être posé la question et où ça fait écho. On pourra analyser ça ensemble. Donc la posture de coach en tant que telle, de par la prise de recul, la place qui est faite à la personne, le respect de sa singularité, la présence et l'observation, et ce questionnement qui est complètement ouvert, amène à justement développer les critères qu'on a vus depuis le début de notre live, les critères qu'on a vus d'une posture réellement inclusive. Et vous voyez, il n'a rien à voir avec le fait de devenir expert, expert de sa matière, quoi. Donc, la posture inclusive permet donc également d'éviter ou réduire les inductions. Complètement, on n'en a plus besoin. L'induction, j'ai toujours dit que quand une induction arrive, alors qu'il y ait une ou deux inductions, c'est pas très gênant, hein, particulièrement en posture de coach, c'est pas très gênant, mais c'est quand même le signe que le coach en fait a besoin, sans qu'il y ait un vide qui veut à tout prix combler. Plutôt que de laisser la personne ou de mieux questionner, l'induction est là pour venir combler un vide, apporter une réponse. Donc induire, pour ceux qui ne sont pas formés à la posture de coach, induire, c'est presque donner la réponse c'est un peu ce quand on donne la réponse dans la question. Donc en fait, on induit quelque chose chez le client. Le problème, c'est quand c'est fait et que ce n'est pas conscient par la personne. Donc moi, j'écoute souvent des audios de coachs qui se forment au coaching ou des coachs en supervision ou même en mentorat. Et l'idée ici, c'est de dire qu'une induction consciente devient un partage du coach. C'est pas une induction. C'est-à-dire que j'ai l'intuition que c'est presque une intuition. J'ai l'intuition que, ou ce que je comprends, c'est. Et là, je suis pas en train d'induire, c'est je pose quelque chose sur le buffet. Hein, ceux qui me connaissent ma métaphore du buffet. Il y a un buffet qu'on est en train de composer ensemble. Je viens de déposer quelque chose dessus en conscience. Et tu es libre de le manger, de le goûter, de le regarder, d'en faire ce que tu veux. L'induction, c'est quand je dépose quelque chose sur le buffet, je dis tiens, mange ça. Ça, c'est vraiment bien pour toi. C'est ce dont tu as besoin. Et donc, effectivement, la posture inclusive, évite complètement ça. Et elle évite même le conseil, parce qu'en fait, je sais à quel point le conseil que je vais donner sera nécessairement teinté de mes biais, de mes lunettes, de ma perception de la vie, de mon état émotionnel du moment, de mes croyances du moment, de ce qui se passe dans ma vie. Le conseil que je vais donner, nécessairement, même si j'essaie de le rendre objectif par je ne sais pas quel tour de magie, il sera forcément teinté. Oui, c'est une sorte de réflexe qu'on a en fait. Oui. C'est difficile de se défaire de ça même, je pense. Alors, aujourd'hui, pour moi, c'est très, très facile parce qu'en fait, je suis très orientée objectif et je suis très pragmatique aussi et j'aime l'impact. Et je sais que mon conseil va diminuer l'impact. Si ça m'arrive de donner un conseil, vraiment, 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 souvent c'est que quelqu'un me l'a demandé et quelqu'un a insisté, et avant ça, je ne le ferai que lorsque la personne aura déjà déminé sa situation, aura déjà eu, elle, une première réponse, et je viendrai plutôt dans une modalité de brainstorming. Donc, je vais apporter une idée puis un conseil, mais ce ne sera pas un conseil. Quand on est en supervision, pour ceux qui m'ont déjà eu et vu en supervision, je n'attaque jamais les sujets apportés sous l'angle du conseil ou de la résolution. La résolution. Moi, je l'aborde plutôt sous l'angle de qu'est-ce qui fait, dans la réalité de la personne, que ce problème-là se présente à elle. Et là, je suis dans une posture inclusive. Je vais chercher, je vais lui faire de la place. Et donc là, je ne vais pas ni induire quelque chose par rapport à sa réalité et ni amener une solution rapide. En fin de session, oui, s'il y a des éléments techniques, en plus des prises de conscience que je peux amener, je les pose sur le buffet en mode brainstorming. On prend pas, on teste pas. Et Cynthia, je trouve difficile de poser les bonnes questions pour questionner les perceptions et les modes de pensée de la personne accompagnée. Oh oui, Cynthia, juste savoir si Cynthia est coach ou si Cynthia est accompagnante et quel type d'accompagnement, ce serait top. Si l'on n'est pas
Alors, deux choses. Si on est coach et qu'on a cette difficulté, pour moi, ça vient aussi du fait que dans les formations de coaching, souvent, je trouve qu'on met trop d'outils. Le problème des outils, c'est qu'en fait, ça nous décale de justement notre expertise d'accompagnant, de questionnement, d'observation. En fait, l'outil est une réponse. Donc, plutôt que de faire la place, donc sur l'espace qui est entre nous, on va mettre un outil. Et du coup, on ne laisse plus la place à tout ce que je viens de dire là depuis 45 minutes. Donc, ça peut augmenter la présence d'autant d'outils dans le coaching. Pour moi, vient un peu, alors je vais le dire. Ça y est, ouais, elle arrive. Super, merci. Donc, la présence d'autant d'outils pour les coachs peut rendre difficile l'usage du questionnement puissant basé sur une observation et une écoute stratégique. Pour Cynthia, enseignante spécialisée sophrologue, la posture de coach, là pour le coup, moi je prône une posture de coach avec très peu d'outils, et on utilise des outils que quand on sait faire sans. Permet justement de savoir quoi questionner, dans quel objectif. Puisque à la différence de certaines modalités d'accompagnement en coaching, on a un objectif qui a été déterminé par l'autre personne. Ce qui rend en fait un questionnement puissant ou pertinent, c'est qu'il permet à la personne d'avancer sur l'objectif que lui a déterminé, ce qu'il s'est fixé lui-même. Donc, une réponse, Cynthia, c'est formez-vous à la posture de coach, sans pour autant nécessairement devenir coach, parce que c'est vraiment ça aujourd'hui aussi que je veux un peu défendre, c'est que oui, il y a des très bonnes formations de coaching qui durent 1 an, où on investit énormément physiquement et financièrement, mais sur toutes ces personnes qui se forment dans ce cadre-là, combien ont nécessairement envie de devenir coach à temps plein et vont pouvoir rentabiliser ce temps, alors qu'en fait, à l'arrivée, ce qu'elle veut, c'est peut-être enrichir leur pratique. Donc, Cynthia, une solution facile pour ça, c'est de se former à la posture de coach. N'hésitez pas hein, si vous avez encore quelques questions. Je vois qu'elle a répondu. Je ne sais pas si tu vois. Parce que du coup, c'est objectif santé, réussite durable, apprentissage. Oui, mais tu vois, par exemple, je fais aussi du coaching scolaire. Et dans le coaching scolaire, on pourrait se dire, mais l'objectif, voilà, en orientation scolaire, on pourrait se dire que l'objectif, c'est l'orientation. Alors que non. Quand je suis avec le jeune et qu'on détermine son objectif, donc la demande, c'est l'orientation, mais quand je suis avec la personne le jeune et qu'on détermine son objectif, c'est rarement, mais pour ne pas dire jamais, l'orientation. Cette orientation vient nourrir quelque chose chez la personne. Ah bah oui, bah super. Et parce que c'est une vraie réponse, le fait de la posture de coach, c'est vraiment une vraie réponse. L'orientation, généralement, ce n'est que la demande, mais la motivation de la personne qui va la mettre en action, c'est autre chose. Et c'est ça qu'il faut apprendre à questionner. Ça peut très bien être, j'ai un jeune, il va avoir 16 ans, son objectif, c'était être autonome et être en mesure de me fixer des objectifs ambitieux. J'aurais pu partir sur juste déterminer le métier qui me permettra de choisir mes bonnes options. Mais non, en fait, lui, ce qu'il veut derrière, c'est se sentir autonome. Il y avait un côté fier aussi de lui et être en mesure de se fixer, s'autoriser à se fixer des objectifs ambitieux. Et ça, c'est bien plus puissant. Ok. Alors moi aussi, de mon côté, j'ai reçu quelques petites questions en amont. Peut-être que les personnes n'ont pas pu être présentes au live, mais je vais quand même te poser les petites questions. J'avais reçu « Comment réagir si je me rends compte que j'ai pu exclure sans le vouloir certaines personnes ?» C'est OK, on est des êtres humains, personne n'est parfait. Et si la question se manifeste, c'est que la personne est dans une démarche d'évolution, est dans une démarche d'observation. Donc, déjà, ma première réponse, c'est OK. Ouais. On peut. Et
Ensuite, c'est la supervision. Je pense que pour tous les accompagnants, c'est fondamental. Nous, dans le monde du coaching, ça fait partie du process, donc c'est dedans, mais moi, je me bats aussi, et chez Priori, c'est d'ailleurs pour ça que quand j'ai discuté avec vous, que j'ai dit, je rêverais en fait de superviser, bien sûr, des coachs, mais ça, je le fais déjà, mais d'autres types d'accompagnants. Parce que c'est pour justement ce type de questions. Je me suis aperçue que involontairement, j'ai pu exclure. Et ben derrière, on va aller chercher finalement, qu'est-ce que ces personnes qui ont, par exemple, j'ai exclu toutes les personnes qui avaient des chaussettes rouges. Par exemple. Et ben on va aller chercher en fait ce que ça vient chercher. Ces chaussettes rouges viennent appeler, chercher cette personne. Et on va pouvoir aller creuser. Plutôt que de lui dire, bah tiens, fais ci, fais ça, et c'est pas grave, et tu pourras faire ça la prochaine fois. Ben moi, mon but, c'est plutôt d'aller chercher à la source qui a provoqué cette difficulté et résoudre la difficulté qui est à la source en fait du comportement, de manière à ce qu'après la personne se dise, ah oui, mais prochaine fois, ce qui serait plus écologique pour moi, ce qui serait plus juste pour moi, et je serais fière de moi si je fais ça plutôt à la place. Ok. Tac, tac, tac. J'essaye de trier en même temps pour pas que ce soit trop redondant avec ce que tu as dit précédemment. Est-ce que cette posture peut aussi s'appliquer en visio ou en ligne? Ah oui, bien sûr. Alors, c'est très intéressant. Dans l'intervention de début de semaine, j'ai vu le groupe un petit peu en visio le premier jour et le deuxième jour complètement en présentiel. D'accord, oui. Donc, c'est intéressant puisque du coup, sur un même groupe, ça vient questionner comment je me présente et comment j'accueille le groupe et comment j'accueille la singularité de chacun. C'est différent finalement, donc ça différent. Ouais. C'est vraiment, vraiment différent. On n'a pas accès aux mêmes informations. Hein. Moi, je milite pour qu'on arrête d'opposer les deux mondes ou de les comparer, puisque ce sont deux modalités différentes, avec des avantages et des inconvénients dans les deux. Donc, et donc là, la posture inclusive, par exemple, dans le distanciel, c'est aussi la place que l'on laisse dans le rapport au distanciel. Dans l'accompagnement, je prends des profils, par exemple, neuroatypiques, mais même des personnes qui ont un parcours de vie atypique. Donc, vraiment, je prends toutes les personnes qui ont une sensibilité forte. Certaines personnes ont besoin de rencontrer pour la première fois leur accompagnant, avec cette conviction qu'en fait, on doit se voir. Et tout en accueillant ce besoin, et ben, mon travail commence déjà par questionner en fait ce dont la personne a besoin. Qu'est-ce qu'elle a comme croyance par rapport à ça, par rapport à ce rapport. Et puis l'inviter à essayer déjà autre chose. Essayer une séance en distanciel, se faire un avis sur du concret, mais du concret avec moi, pas un concret qu'elle aurait essayé avec quelqu'un d'autre. Donc déjà, il y a ce côté où j'accueille, mais je ne m'oublie pas. Posture inclusive, il faut vraiment retenir ça. J'accueille l'autre, je lui laisse de la place, mais je suis là, je ne m'oublie pas. Ça, c'est vraiment très important. Si je m'oublie, je vais finir en usure de compassion, en usure d'empathie, je vais finir dans une forme d'usure quelconque. Ok. Et si, par exemple, là, le distanciel, c'est ma modalité de fonctionnement, la personne veut vraiment travailler avec moi, mais elle veut à tout prix qu'on se rencontre, mais on n'a même pas encore essayé, et ben, l'une des premières choses qui pourrait être intéressante à faire, c'est essayer. Et si maintenant on a essayé, que la personne, à un moment donné, a toujours envie, ben, c'est l'occasion de se rencontrer pour prendre un verre ou pour faire une séance. Par exemple, dans mon cas à moi, si la personne est loin, je ne vais pas tout changer pour me dire, bah, je suis inclusive, donc du coup, celui qui a besoin que je fasse 200 km, ben, je l'ai fait, parce que sinon, je ne suis pas inclusive. Non. On n'est pas dans quelque chose qui vient rajouter du poids encore sur nos épaules. Donc, on est là et en ouverture. Et est-ce que ça répond Redis-moi la question. Alors, la question, c'était, est-ce que cette posture peut aussi s'appliquer en visio ou en ligne? Oui, ouais. Et donc, dans les différents profils, je sais que j'ai différents types de profils face à moi. Donc, quand je m'adresse à un groupe, par exemple, en visio, je sais que j'ai des personnes qui vont être visuelles, d'autres auditives. Je sais qu'il y a des personnes qui ont des difficultés attentionnelles, d'autres qui ont du mal avec leur image, d'autres, voilà. Je sais que tout ça est présent en face de moi. Et du coup, l'idée ici, c'est comment je crée cet espace de vulnérabilité OK.
de manière à ce qu'on puisse travailler en authenticité. Il faut qu'on remette du vivant, remettre du contact réel, de manière à pouvoir travailler ensemble. Donc oui, c'est une posture, bien sûr, je pense qu'en visio, c'est même encore plus... il faut vraiment techniquement s'ajuster. Oui. En visio. Il y avait une question aussi, c'est est-ce que la posture inclusive demande de revoir totalement sa manière d'accompagner? Non, non, non. Elle demande à revenir, à faire un pas vers soi-même. Oui, c'est des ajustements peut-être plus que de changer. Un ajustement qui commence par revenir à soi, à s'observer, à s'ouvrir. Mais encore une fois, pour s'ouvrir sans s'user, il faut d'abord s'ouvrir à soi. Donc non, je ne revois pas totalement ma posture. Maintenant, si j'ai une conviction que les gens avancent dans un programme parce qu'ils vont tous... J'ai un programme, ils vont tous avancer dans le programme de la même manière parce qu'il est super bien ficelé, mon programme d'accompagnement, et que j'ai que cette réalité-là, oui, la posture inclusive va demander de revoir les choses, bien sûr. Maintenant, je suis coach et j'ai une façon de faire et il y a des coachs, il y a des repères. Hein. Pour moi, j'ai des repères. Quand un coach me dit « Ah, mais mon client, il tourne en rond, il n'avance pas ». Ou j'ai une cliente, j'ai l'impression qu'elle perd en motivation. Il y a des phrases comme ça qui me laissent penser que la personne, du coup, est un peu en faiblesse, on va dire, un peu en difficulté sur la posture inclusive et qu'il y a une part de singularité de la personne qu'elle n'a pas saisie. Donc, personne ne boucle pour boucler. C'est cher un accompagnement. Oui. Personne ne vient en session pour ne pas avancer. Donc, si ça n'avance pas, c'est que l'expertise de l'accompagnant a été trop rigide. C'est-à-dire qu'il est dans son expertise connue, mais n'a pas cette capacité d'inclusion qui permet d'ajuster et de gagner en souplesse pour s'adapter à la personne qui est en face. Mais j'ai jamais personne qui est resté bloqué comme ça dans un accompagnement. Ok. Le commentaire là qui vient d'arriver, il était déjà précédemment mis, mais on vient juste de le recevoir, toi et moi, dans ce chat-là. Mais du coup, il était bien avant dans la conversation où tu avais répondu aux questions. J'avais aussi, donc j'en ai eu pas mal. Est-ce qu'il y a des outils concrets ou exercices qu'on peut mettre en place dès demain? Une petite chose où il faudrait qu'on se dise dans l'accompagnement, le prochain. Voilà, là, je vais faire attention à ça. Dès demain, dans votre accompagnement, partez du principe. On essaye ça. Et dans ces cas-là, faites-nous des feedbacks sur LinkedIn, Instagram, peu importe où, sur ces essais-là, quel que soit le moment auquel les gens vont écouter le replay. Un accompagnement en partant de la plus grande conviction que vous ne savez rien et que vous ne comprenez rien. Et de voir ce que ça fait. Donc, un accompagnement dans la plus grande des naïvetés avec une mémoire aussi puissante que celle de Dory dans Nemo. On a tous l'image, je pense. Voilà. Donc, ça va vous mettre dans une posture inclusive. Parce que si on prend l'exemple de Dory, je pense que c'est un formidable exemple de posture de coach inclusif. C'est-à-dire qu'elle est là, elle est à côté, elle ne garde rien en mémoire et pour autant, ce qui se passe dans le présent, elle est là et elle réagit. Et l'objectif qu'elle poursuit sur les deux Nemo, elle finit par l'atteindre, elle les retrouve, ses parents. C'est vrai. D'accord? Et pour autant, elle a des oublis, pour autant, on a l'impression qu'elle n'est pas là, mais elle est toujours là. Et elle permet à Nemo de devenir un être qui n'aurait jamais été sans elle à côté. Donc, dès demain, on regarde Dory. C'est ça, si on ne l'a pas vu. Et déjà, on s'entraîne en fait à juste laisser venir. À se mettre en danger sur « j'ai pas préparé ma séance », je ne sais rien de mon client, même s'il y a des choses que mais je ne sais rien. Aujourd'hui, il a carte blanche, il a le droit d'être qui il veut être aujourd'hui et on continue à avancer avec ça. Et si j'ai besoin de faire des liens avec ce qui s'est passé avant, je vais lui demander de les faire. Et donc, je vais suivre vraiment sa cartographie mentale. Donc ça, c'est un exercice qui peut être intéressant. Deuxième chose très intéressante, c'est vraiment demain, essayer de parler à, alerte spoiler, demain, essayez de parler à 3 personnes à qui vous auriez jamais parlé. Et laissez-vous surprendre.
Donc ça, c'est des choses, bah oui, c'est pas une formation qu'on fait financer par un compte CPF ou je sais pas quoi. C'est des choses c'est pour ça que j'ai dit au tout début, ça demande un engagement de s'intéresser à l'autre et ça s'entraîne. Vraiment d'écouter l'autre et d'attendre le moment où il va nous dire quelque chose qui est vraiment aux antipodes de notre mode de pensée ou de nos réactions à nous. Et ça, pour moi, c'est le Graal. Merci Cynthia pour tes questions. Ensuite, est-ce que cette posture a aussi un impact sur ma propre vie? Ah oui, complètement. Complètement. Dans les choses à faire, bien sûr, vous pouvez aussi venir vous former avec moi, hein, ça marche aussi. C'est une idée. Ça, je dis rien. Bien sûr. Mais l'impact numéro 1, c'est dans l'acceptation de soi-même. Et à partir du moment où je m'accepte mieux, ça change tout mon rapport aux autres, oui. à ma famille. C'est ça. Et ce que je comprends pour moi, je le comprends pour l'autre. En fait, à partir du moment où je comprends que j'ai des représentations qui ont des implications fortes sur la façon dont je perçois et vois les choses, en fait, c'est quelque chose que je vais naturellement transposer chez l'autre. Je vais développer mon empathie. Je vais développer ma curiosité. Je vais peut-être réduire spontanément ma capacité à proposer de l'aide ou des conseils. Oui, s'intéresser à l'autre, ça s'apprend. Ça s'apprend et ça s'entraîne. Et ça s'entretient. Parce que même aujourd'hui, moi, je prends comme une enfant de 4 ans, de 7 ans. Je pense que c'est elle qui est là quand c'est dans ces moments-là. Quand je découvre quelqu'un, même en début de coaching, hein, j'écoute avec tout ouvert, en fait. Parce que l'autre a une vie tellement singulière, tellement riche. Et là, mon but, c'est plus de performer ou de le faire avancer. C'est de bien comprendre ce que lui ou elle a profondément besoin. Et en tant que praticien indépendant, comment je peux m'entourer pour ne pas rester seule dans cette démarche? Donc, tu l'as évoqué juste avant. Ah oui, alors... Je vais mettre d'ailleurs les liens dans le chat pour contacter Patricia éventuellement et aussi le lien vers le site de l'école du coaching inclusif. Ouais. Donc, il y a déjà les groupes de supervision, on fait des ateliers. Là, on va reprendre à la rentrée de septembre des ateliers pour les praticiens qui ne sont pas coachs, mais certains coachs, ça m'est arrivé d'avoir une coach qui était déjà coach et qui voulait venir travailler sa posture. Il y a la formation posture de coach, et donc c'est posture de coach inclusif, bien évidemment. Donc de venir travailler cette posture et puis créer une communauté, faire partie d'une communauté qu'on est en train de gentiment faire grandir, de créer, de faire grandir. Et je crois que c'est un sujet qui commence à toucher beaucoup de gens. Donc en fait, c'est déjà assumé. Pour pas rester seul, parlez-en déjà. Parce que en fait, ça va permettre aux personnes qui partagent vos convictions de se dire « Ah, mais je suis pas folle ». Parce qu'aujourd'hui, pour dire ce que je suis en train de dire, il m'a fallu du temps parce qu'on est un peu seul, en fait, à tenir ce type de propos. C'est beaucoup plus facile de vendre une formation en disant « Vous allez devenir expert du TSA, du TDAH et du HPI » ou « expert du handicap moteur » ou « expert du handicap invisible ». Là, aujourd'hui, je suis en train de dire... oui, ça c'est top, hein. Je dis pas que c'est pas bien, c'est top. Hein. Je dis là, ce que je vous amène, c'est une approche où on lâche tout ça. On peut s'y intéresser, on peut apprendre pour s'y intéresser, pour mettre ça sur notre buffet, mais on apprend à comment je l'ai et je le lâche. Donc plein de... Déjà en parler, pour venir nous rencontrer à l'ECI, là c'est vraiment porte ouverte. Me parler sur Instagram, sur LinkedIn ou sur n'importe quel réseau, je réponds avec plaisir en fait. Ok. Je réponds toujours avec plaisir. Bon, très bien. Je n'ai pas eu d'autres questions. N'hésitez pas si vous voulez encore interagir, même dans le chat. En tout cas, merci beaucoup, Patricia, pour tout ce que tu viens de partager avec nous. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Peut-être, il me semble que tu avais évoqué un code à transmettre lors du live pour les personnes présentes. Pour les personnes qui sont présentes là aujourd'hui, j'avais envie de proposer justement un code de réduction pour obtenir 15% sur tous nos accompagnements au sein de l'ECI. Donc, le code, c'est... je ne sais pas, tu vas peut-être le mettre dans le chat. Je vais le glisser, ouais, si tu veux. Ça sera peut-être plus pratique. Je le glisse dans le chat.
avec les majuscules, les minuscules, ça, c'est pas toujours pratique. Donc, l'idée, c'est d'avoir 15% pour les personnes qui étaient là, parce qu'en fait, ça demande... La première chose que demande l'inclusion, c'est du temps. C'est du temps. Et donc, là, il y a des personnes qui ont pris 1 heure de leur temps pour venir travailler leur posture. Donc, elles sont déjà dans cette posture d'ouverture. Et pas à courir après la rapidité et des choses immédiates, quoi. Une façon de dire merci aux personnes qui ont pris le temps de se connecter dans un monde où nous n'avons pas le temps. Et c'est pareil pour nous tous. Et d'ailleurs, également, hein, pour ceux qui vont regarder en replay le live, n'hésitez pas à mettre des commentaires sous le replay ou justement, comme l'a dit Patricia, à nous écrire si vous souhaitez aller plus loin ou être même accompagné sur ces sujets. Ouais. Bon, du coup, nous sommes à la fin de ce live. Merci à toutes et à tous pour votre présence et votre attention. Et merci encore à Patricia. Et à très bientôt, je l'espère. Oui, et puis merci à Prioris parce que avec plaisir. Je trouve qu'il y a la plateforme dans ce qu'elle propose et dans la qualité et l'exigence que vous mettez derrière, je trouve que c'est un vrai gage dans ce monde de l'accompagnement qui aujourd'hui est un peu devenu une jungle, une forêt très dense, avec des choses très belles dedans, mais aussi avec des choses comme dans une jungle hein, qui peuvent pas être tout à fait adaptées à notre corps humain, on va dire ça comme ça. Si je prends l'exemple de la jungle, et je trouve que Prioris amène quelque chose qui permet aux gens de se dire, bon, là au moins il y a quelqu'un qui a vérifié, et je pense que ça manquait. C'est très important. C'est la raison pour laquelle même Prioris a été créé, hein, tout simplement. Super. Bravo et merci. Merci à vous. Bonne fin de journée. À bientôt. À bientôt.